Bonjour, on se retrouve de nouveau au Havre pour cette rencontre entre le Havre des Luttes et Parole d'honneur. Alors je suis Alexandre, un militant du Havre des Luttes et pas de Parole d'honneur pour le chat. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Alain Berthaud, qui est un anthropologue engagé qui vient de sortir un livre qui s'appelle De l'émeute à la démocratie. Qui s'inscrit dans l'actualité et sur lequel on va se baser pour avoir un débat aujourd'hui. On va débattre avec Youssef Boussouma, militant décolonial. Bonjour Youssef. Bonjour. Avec Wissam Gzelka, militant décolonial aussi. Bonjour. Et avec Léni Ferrand, militant à la LHDL. Salut. Qui est Ah oui, c'est vous, le cycle que tu as dit là. LHDL, le Havre des Luttes, ouais, c'est la LHDL, c'est nous. D'accord. Ça peut être autre chose. C'est vrai. Excuse-moi d'être curieux. C'est vrai, c'est vrai. Donc déjà, on va commencer par remercier Parole d'honneur d'être venu. C'est trop cool. C'est trop cool de vous avoir au Havre. Merci à vous. Merci. C'est un honneur pour nous. Eh ben, merci Plaisir, beaucoup. un honneur. On a C'était- bien mangé. Ce qu'on a beaucoup aimé, c'était la bouffe. Tu peux faire de la pub ou pas? Ouais, si tu veux, carrément. Ce restaurateur, incroyable. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Il est incroyable. Ah ouais. Cette tarte noix de pécan. La meilleure tarte que j'ai mangée de ma vie, noix de pécan. Et donc, tu as un restaurant qui s'appelle le Poppies. C'est ça, exactement, le Poppies Family. Voilà. Je ne pensais jamais de ma vie que j'aurais une pub sur Parole d'honneur et que je me ferais applaudir pour ma Mais tarte aux noix de pécan, je Allez-y. l'avoue. Allez-y, c'était Ah ouais, très, très ouais, bon. elle est terrible. Hein. Eh ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. J'avoue, c'est un sponsor que j'aime bien. Alors, merci beaucoup aussi à Alain d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Excusez-moi pour les petites hésitations. C'est la première fois que je présente une émission. Donc, je vais commencer avec une question un petit peu d'actualité sur la question des révoltes populaires et un petit peu d'actualité parce qu'elle me paraît important pour commencer et lancer le débat. On vit une situation avec le massacre qui se passe actuellement en Palestine, toute particulière et singulière. On a des mouvements de contestation qui sont actuellement d'une rigueur impressionnante. On a des blocages, on a des manifestations, on a du boycott, mais les militants sont particulièrement, rigoureux dans leur engagement à faire bien les choses. Et je voudrais avoir votre opinion sur la diabolisation qui est faite des protestants qui défendent la question palestinienne. Des protestataires, pardon, qui défendent la question palestinienne actuellement. Quelle est votre opinion là-dessus au vu de leur exemplarité, excusez-moi. Je commence. Allez. Je vais commencer par une anecdote. Il se trouve que dans un travail précédent, enfin parallèle à celui sur les émeutes que j'avais fait sur les jeunes qui étaient partis en Syrie, je faisais un travail avec des familles de jeunes qui étaient partis en Syrie à la Maison des Sciences de l'Homme de Paris-Nord en 2017. Et à un moment donné, j'ai reçu une convocation du commissariat, ainsi que mon collègue, ainsi que mes doctorants. Parce que les flics voulaient pas savoir s'il n'y avait pas eu une apologie du terrorisme pendant le séminaire. J'aurais fait part de ma surprise de voir la police s'intéresser au contenu des séminaires universitaires. J'ai dit ça parce que c'est la diabolisation, cette sorte de logique d'inquisition que on connaît aujourd'hui, dont on connaît des figures célèbres qui ont été convoquées et elles avaient un nom, mais comme a dit Rina Assab, elle dit bon, moi j'ai de la chance, on me connaît. Il y en a des centaines d'autres qui ont été convoqués et qui sont pas sortis avec un non-lieu. Cette diabolisation, c'est quelque chose qui s'est construit sur des décennies, avec des moments forts de cristallisation sur des mots. C'est tout ce qu'on appelle le néolibéralisme. Enfin, c'est la face policière et répressive d'un néolibéralisme autoritaire qui a été pensé et mis en place de façon systématique depuis un demi-siècle. En réalité, c'est une vieille histoire.
D'abord pour réprimer le mouvement ouvrier du XXe siècle. La première salve de grande de législation antiterroriste, c'est la législation antiterroriste italienne pendant les années de plomb. Pour une bonne part, la législation française antiterroriste qui est venue beaucoup plus tard s'est inspirée et on retrouve les mêmes logiques, la même définition des peines et la même logique répressive. Donc il y a quelque chose qui a été mis en place pour faire face au mouvement ouvrier du XXe siècle, qui aujourd'hui s'est généralisé comme lecture du réel et lecture policière du réel. D'où cette espèce de folie à partir du 8 octobre au matin, de vouloir absolument entendre dire par tout le monde le mot terrorisme. On comprend maintenant pourquoi. Parce qu'on voulait mettre ce mot au centre du débat. Or, il a la particularité, et c'est comme ça qu'il est utilisé, depuis un demi-siècle, mais avec une efficacité, une ampleur et une sévérité de plus en plus grande, c'est quelque chose qui dépolitise les actes que l'on veut réprimer, pour une répression très politisée au contraire. C'est un concept qui permet de condamner à l'avance des gens simplement pour apologie, pour culpabilité, pour éventuellement être, c'est-à-dire pour suspicion de. C'est quand même incroyable qu'on ait en France l'articulation entre un acte, un crime défini qui est un crime qui dépolitise, et une mise en place de surveillance et de fichage qui est éminemment politique. C'est le fameux fichage S. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce que les chimistes appellent à précipiter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein de choses qu'on a mis dans le verre, on ne l'a pas renversé, et puis, pouf, à un moment donné, ça se cristallise et ça devient quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que c'est à la fois une arme judiciaire, une arme idéologique, une arme médiatique, une arme morale. C'est quelque chose qui finit par faire qu'on n'ose plus dire des choses. C'est pour ça que je parle de logique inquisitoriale. C'est-à-dire, il faut vraiment, quand un journaliste pose une question, par exemple à Rima Hassan, pour ne prendre qu'elle, on sent que si la réponse n'est pas dite dans les termes où ça devait être dit, ils lui font répéter la réponse jusqu'au bout. Et ça arrivera à tout le monde. Voilà. Donc, il faut prendre la mesure. Bon, je pense que c'est une phase. On prend vraiment la mesure de à quel état on a affaire aujourd'hui. Et quand je dis à quel état, quand je parle de néolibéralisme autoritaire, c'est pas un régime. C'est-à-dire, c'est une logique de fonctionnement qui est très plastique, qui peut très bien s'accommoder d'un État mafieux dirigé par un ancien chef de la police, d'un État très libéral dirigé par un parti communiste, la Chine par exemple, d'une vieille démocratie un peu vieillissante comme la France, etc. Donc c'est une logique d'État, et on prend la mesure de ce à qui on a affaire, c'est-à-dire d'une logique pour laquelle de la démocratie représentative qui est en crise, il ne garde plus que la représentation. Voilà, il ne garde plus que un travail sur l'image qu'on va donner, sur pas seulement médiatique, mais sur le conditionnement même de l'espace public dans lequel le débat va pouvoir avoir lieu. Voilà, si ma réaction, c'est ça. Et je sais que dans ces cas-là, comme disent certains de mes amis, on a envie de poser des bombes. Le problème, c'est que d'expérience, si on veut faire avancer des causes aujourd'hui, c'est en essayant de desserrer cet étau-là, c'est-à-dire de donner collectivement à une vision du monde, à une vision des possibles du monde, une légitimité qui soit en mesure de concurrencer ce qui est devenu vraiment quand même un rouleau compresseur d'extrême droite. Hein. C'est notamment sur la question enfin, je vais arrêter parce que si on me pose une question, moi je peux aller loin. Hein. Mais c'est notamment sur la question qui était débattue au débat précédent. Ça m'a particulièrement
frappé. Je trouve que le capitalisme aujourd'hui, il en revient à quelques-uns de ses fondamentaux, qui est la dispersion sociale. Hein, comme disait Thatcher en 87, la société n'existe pas, mais on n'en parle même plus. On n'en parle même plus. Et on en revient à un fondamental qui est quand même que la race, comme opérateur fondamental d'inégalité sociale, culturelle et institutionnelle, c'est quand même un des fondements du capitalisme. C'est pas, la lecture ne doit pas être race ou classe. C'est race et classe, mais dans race et classe, la bonne serrure, c'est faut rentrer par la race, parce que c'est ça qui a continué à faire perdurer des inégalités au sein même des classes populaires. Et on en revient aujourd'hui à ces fondamentaux-là, en France, notamment avec, alors là on a eu un précipité législatif ces dernières années, si vous voulez, entre la loi sépaраtisme, tout ce qui nous tombe dessus comme acte islamophobe d'État, jusque dans l'école, et l'immigration choisie, parce que, à mon avis, les deux vont ensemble, c'est quand même une façon de concevoir une partie de l'humanité, qui ne peut être que dans l'inégalité, dans la répression, dans la distance, dans l'injonction permanente à la soumission, etc. etc. Merci. Pour revenir le sujet de, en gros, c'est comment ça se fait qu'on soit aussi sage, qu'on soit aussi discipliné, qu'on soit aussi alors pas non, de dérapage. Alors moi je suis pas surpris par le pas de dérapage parce que c'est une lutte qui quand même date, qui est extrêmement documentée, qui est donc que cette lutte dans sa rigueur vu la répression qu'elle subit depuis des années soit justement rigoureuse ne m'étonne pas. C'est au contraire comment est-ce qu'on arrive encore à ce point-là à la diaboliser et à lui donner des apparats de violence qu'elle n'a pas. Parce que bon, pour l'instant, la violence, elle se trouve parmi les personnes qui se font tuer en Palestine. Comment ça se fait que, que ça passe encore, cette diabolisation? Même si de moins en moins, on le voit. Mais ouais, je suis d'accord, mais même sur le truc, sur le côté un peu sage, moi, je trouve que c'est quand même… Je suis étonné que malgré toute la pression, malgré tous les mécanismes qui sont en place pour faire dire aux militants pro-palestiniens ou même aux gens peu politisés, mais qui en même temps ont le cœur pour la Palestine, on sent qu'il y a tout est fait pour leur faire dire des trucs antisémites. Tout est fait pour qu'on fasse l'amalgame entre Israël et les Juifs, entre le sionisme et les Juifs, parce qu'eux n'arrêtent pas de le faire, tu vois. Ils n'arrêtent pas de répéter que critiquer Israël, c'est critiquer les Juifs. Et donc, avec cette atmosphère-là, moi, je suis étonné qu'il y ait si peu, au final, de propos antisémites, au contraire. Mais après, l'étonnement, il est vite balancé par le fait qu'il y a eu un travail politique de la part de l'antiracisme, notamment, et parce qu'il y a un truc qu'on n'arrête pas de répéter et de dire et qu'on affronte ça, c'est qu'effectivement, il y a eu un moment dans l'histoire de la lutte pro-palestinienne où il y a des gens qui ont essayé d'infiltrer le mouvement pro-palestinien avec des idées antisémites. Et notamment, voilà, on le connaît tous, Alain Soral, Dieudonné et tout. Et l'une des premières luttes qui a été faite, c'était de les virer et de mettre au clair là-dessus. Et donc, il y a eu tout un travail ces 20 dernières années de la part de l'antiracisme politique, et même parce que la Palestine, ça a toujours été au cœur de l'antiracisme en France, mais un travail de formation et d'éducation autour de la cause palestinienne, et d'être très clair sur le sujet, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est très touchy, et on sait que c'est un sujet où on peut rapidement déraper si on n'a pas la formation. Et justement, moi, ce que je trouve un peu fou dans la séquence actuelle, c'est qu'on voit le besoin qu'ils ont qu'on soit antisémite. Ils espèrent qu'on est antisémite. Moi, je suis persuadé qu'à chaque fois qu'il y a une manif qui se passe très bien, ils sont dégoûtés. Je veux dire, pour des gens qui prétendent lutter contre l'antisémitisme et qui voient que dans les manifs pro-palestiniennes, bon, ben, au final, à part si tu as une manif de 10 000 personnes, tu arrives à avoir 2 personnes qui ont des propos un peu ambigus. Je veux dire, à part ça, il n'y a pas grand-chose au final. Et on se rappelle aussi, mais même en dehors des manifestants, en dehors des militants, je pense qu'il faut aussi mettre l'accent sur le comportement des Noirs et des Arabes et des Arabo-musulmans qu'on présente comme les plus grands antisémites du monde. Et au final,
on remarque que malgré l'islamophobie, malgré tout un discours assez pro-israélien à la télé, malgré tous les discours autour de l'antisémitisme viscéral des musulmans en France, bah, il n'y a pas une haine comme ça qui s'étale de la part des musulmans de France. Elle reste toute relative et elle me semble être assez en adéquation avec l'antisémitisme qu'on retrouve dans le reste de la population. Je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, il y a eu plein de dingueries que j'ai l'impression qu'on a totalement oubliées. Vous vous rappelez les croix gammées qui étaient dessinées de partout et qu'on avait déjà attribuées à des Arabes, et au final, il s'est avéré que non. Et moi, c'est ça qui me tue, c'est que en fait, ils ont besoin qu'on soit antisémite. C'est un besoin chez eux. Pourquoi ils ont besoin de ça? Parce que c'est leur seul moyen, vu, la question palestinienne, à quel point il y a un traitement, une guerre scandaleuse de la part d'Israël. Le seul moyen de porter atteinte à la lutte pro-palestinienne, aux militants pro-palestiniens, le seul moyen qu'ils ont, c'est de les faire passer pour des antisémites. Et donc, je veux dire, ils ont besoin qu'on soit antisémite, peu importe que ce soit vrai ou pas. Et c'est pour ça que là, on tombe dans un conspirationnisme. Je veux dire, on a vu Rima Hassan, encore pour parler d'elle, mais elle parle de soulèvement. On dit, vous savez ce que c'est soulèvement en arabe, c'est une intifada. Donc, on va chercher vraiment derrière les pensées. En fait, au fond de vous, vous êtes un petit peu antisémite. Et c'est pour ça que nous, on n'arrête pas de répéter, au-delà quel serait le projet antisémite des militants de Sciences Po? Quel serait le projet antisémite de la France Insoumise? Quel serait le projet antisémite de Rima Hassan? Mais après, s'il faut toujours voir le positif là-dedans, je me dis que c'est aussi une bonne chose qu'ils soient autant aux aguets sur nous, parce que nous-mêmes, ça nous oblige à être très rigoureux, à être très sérieux et à faire attention. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de débordement, parce que tout le monde sait, que ce soit les militants à Sciences Po, les militants pro-palestiniens, qu'ils sont là et qu'ils vont sauter sur la moindre possibilité, quoi. Le moindre propos un peu déplacé et tout, ils vont se jeter dessus. Et ça nous oblige, nous, à être très, très sérieux sur cette question. Après, moi, je voulais aussi voir, justement, par rapport à tout ça, ce que je trouve assez sidérant en plus, c'est tout le vocabulaire médiatique et politique où est accolé justement le vocabulaire de l'émeute à des actions qui sont somme toute très pacifistes. Enfin, occuper sa fac ou occuper une école, enfin, c'est quand même un truc que les Français font depuis des dizaines et des dizaines d'années pour répandre, et notamment les étudiants, enfin, ça a toujours fait partie. Et comment il y a eu un glissement, et comment maintenant, ce que tu disais tout à l'heure, est accolé très vite le mot terroriste, comme il y a eu à Sainte-Soline, où ils ont été accusés d'éco-terrorisme alors qu'ils faisaient une manifestation dans des champs, où l'action de la... et comment la répression policière est maintenant exactement la même, quelle que soit l'action mise en place pour contester. C'est-à-dire que ce soit une occupation pacifiste, manifester dans un champ pour dénoncer les grandes bassines, ou réellement des émeutes, c'est le même dispositif policier qui est employé, qui est aggravé, et que les gens se prennent dessus. Et notamment, je sais que c'est abordé, je pense que c'est une chose qui a beaucoup choqué une partie de la population, les gilets jaunes, quand ils se sont rendus compte que la répression policière, à partir du moment où ça s'apparentait dans le discours politique à de l'émeute et de la révolution entre guillemets, elle était excessivement violente avec les blessés qu'ils ont eus et tout ça. Et moi, c'est une part qui me choque énormément, parce que je suis quand même pas très vieux, et moi je me souviens des occupations du lycée. Enfin, on n'a jamais eu ce discours-là qui a été tenu sur nous en tant que lycéens. Enfin, moi je me souviens les lois du CPE de Fillon et tout ça. Et là, quand je vois ce qui s'est passé, mais il y a pas si longtemps, avec les lycéens qui sont retrouvés avec les principaux qui font rentrer la police, enfin, tout ce discours de l'émeute qui est porté, quelle que soit l'action, en fait, qui est mise en place, et ce qui oblige, et là-dessus, je rejoins, nous, à avoir une rigueur quand on milite, en disant, on va pas déborder, mais je trouve que ça montre un peu les limites de nos champs d'action aussi, parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, on a le même discours qui est rattaché à ce qu'on fait, aux actions mises en place. Oui. Youssef, et notamment sur la Palestine, parce que tu es militant depuis longtemps sur la question. Donc j'aimerais ton avis aussi, s'il te plaît. Oui. Alors d'abord, d'abord sur la Palestine, ensuite je reviendrai sur ce que disait Alain, précisément sur le degré de répression. Alors sur la Palestine, alors je nuancerais personnellement, je pense, enfin c'est pas quoi qu'il pense, hein,
ayant vu l'évolution du comportement des manifestants par rapport à cette question de Palestine, on est dans un moment absolument idyllique en termes de militants. Je veux dire, on est dans une perfection militante, mais je le dis vraiment inimaginable. Évidemment, j'ai fait toutes les manifs palestines depuis, avant même que la Palestine soit en lutte d'ailleurs. Non, je plaisante. Avant même le 19e siècle. Non, mais ce que je crois. Mais en tout cas, lorsqu'on regarde un petit peu en perspective et qu'on reprend, c'est vrai que c'est tout à fait incroyable. On est passé par des tas de phases, hein. Mais disons, dans les années 80, il n'y avait pas spécialement de... Mais c'est vrai que dans les années 90, et je rejoins ce que disait Wissam, il y a eu, au moment où émerge au sommet cette jeunesse issue de la seconde génération, enfin ce qu'on appelait la seconde génération précisément, dans les années 80-90, hein. Bon voilà, faut s'y faire, ce sont des Français, mais donc d'origine postcoloniale, et donc dans les années 90, effectivement, il y a eu, au moment où il y a, je veux dire, la troisième vague de militantisme pour la Palestine, après toute une période très creuse, après les accords d'Oslo, etc., un sentiment de... Bon, voilà. Et ben à ce moment-là, dans les années 90, on a toute une jeunesse qui émerge, et il y a tellement ce sentiment de deux poids, deux mesures, d'inégalité dans le traitement, etc., et surtout de répression du militantisme pro-palestinien, qu'effectivement, on avait dans les manifs des propos complètement, enfin, très problématiques, avec l'assimilation de l'étoile de David avec la croix gammée, avec des choses comme ça, etc., etc., etc. Et cela, particulièrement au début des années 2000, particulièrement. Et je me souviens, on faisait la chasse, on passait le temps à faire la chasse, à toutes ces pancartes, etc. Et il y a une explication très simple qui a été donnée. C'est Ouria Boutelja qui l'avait fait remarquer, enfin, on s'en est rendu compte, mais elle l'a écrit aussi. C'est que à ce moment-là, on avait une gauche pro-palestinienne qui était extrêmement timide. On va dire, c'était le collectif national Palestine, où nous étions, auquel je participais. On avait des gens qui étaient attention, faut faire attention. Alors ça s'appelle collectif national pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Oh là là, d'accord. Et le truc vraiment. Et on avait une telle violence. C'était au moment de la seconde intifada, etc., etc. Et puis surtout l'invasion de l'Irak, la deuxième invasion de l'Irak, qu'il y avait beaucoup de jeunes qui disaient mais c'était quoi? Et c'est vrai qu'il y avait des débordements qui étaient dus à cela, au fait que cette gauche, elle bridait et réprimait réellement, hein, refusant de manifester avec tous ces jeunes, disons, les traitant eux-mêmes s'en défiant, etc. Et c'est ça qui crée cela. Et à partir, alors je vais pas dire que c'est grâce au Parti des indigènes de la République, hein, auquel j'ai eu l'honneur de participer, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'à partir de 2005, au moment où on a affirmé un antisionisme sans concession, un anti-fascisme, un antisoralisme sans concession également. C'est nous, je le rappelle, et c'est le pire, qui les premiers avons dénoncé, y compris Dieudonné. Soral, mais y compris Dieudonné, quand Dieudonné, alors Dieudonné pas uniquement par rapport à ces débordements sur des choses qui pouvaient être antisémites, même si au départ c'était pas le cas en ce qui le concerne, au tout début, hein, il y a aucun souci, mais ensuite c'est vrai qu'il a eu une dérive, mais parce que c'est Dieudonné qui a permis à Soral de franchir le périphérique. C'était ça notre idée. C'est Dieudonné qui a permis de halaliser, comme on dit, hein, les idées d'extrême droite qui jamais n'avait touché cette jeunesse issue là. Hein, et c'est la responsabilité de Dieudonné. Et je me rappelle très bien que Ouria avait fait, au moment de nos marches des indigènes qu'on pratiquait chaque année, ça va être l'anniversaire dans 3 jours d'ailleurs, hein, et bien à chaque fois, comment on dénonçait, etc. Et bien, ce que je veux dire, c'est que dès l'instant où nous, dans le même temps, on dénonçait Dieudonné avec force, et Soral avec encore plus de force, parce que Soral, je vais le dire, c'est un ennemi personnel. Je veux dire, ça s'est pratiquement réglé, malheureusement, de façon physique avec Soral. Hein. C'était pas uniquement non, c'est une haine totale. C'est un type infect, je le dis et je le maintiens totalement. Hein. Voilà. Les choses sont claires, qui se dit lui-même national-socialiste. Hein. Il n'y avait absolument aucune illusion, n'importe quoi, même si des gens ont pu en avoir. Eh bien, mais à partir où, dans le même temps, on affirmait totalement notre antisionisme, hein, et je dis bien la libération de la Palestine, totale, eh bien, on a vu tout ça disparaître. Toute la croix gammée, tous les trucs disparaître complètement, et des gens complètement... On aurait dit, mais vraiment, c'est absolument incroyable. Et on avait, au sein des manifs, l'UJFP, avec leurs banderoles, hein, écrites en yiddish, en hébreu, etc., au beau milieu de gens qui étaient barbus, etc. Aucun problème. C'était absolument hallucinant. Et j'en veux pour preuve, surtout en 2014,
lorsque M. Valls présidait à la répression, hein, où cette manifestation, on s'attendait à être 500, on s'est retrouvé, mais vraiment 10 000, 15 000 dans Paris, sans même savoir, sans aucun service d'ordre, et où on a inventé l'histoire de la synagogue qui aurait été attaquée, qui n'a jamais été attaquée, mais vraiment à la suite d'une provocation du groupe d'extrême droite sioniste Ligue de défense juive. Mais bon, bah voilà. Et on a donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est absolument étonnant, extraordinaire, et qu'on retrouve partout. Et moi, c'est pour ça que je nuancerai ce que vous disiez, chers amis, en disant qu'on n'a même pas besoin de faire attention. Je le dis franchement, on n'a même pas besoin de faire attention. Il va venir à l'idée, sauf de petits fachos qui peuvent être. Et même là, hein, ils sont tous du côté d'Israël, de toute façon. Le problème est réglé, hein, même si avant, ils laissaient de l'illusion. C'est qu'on n'a même pas besoin de dire aux gens, attention, vraiment naturellement. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la cause palestinienne apparaît pour ce qu'il est, une lutte révolutionnaire progressiste, hein, et qui n'a absolument rien à voir avec le fascisme, avec l'antisémitisme. Et on le voit bien, et tout le monde a bien compris que le fascisme et l'antisémitisme sont les pires ennemis de la Palestine. Et c'est pas uniquement pour ça qu'ils font, c'est que spontanément, comment expliquer sinon que des islamistes, etc., soient aux côtés de juifs, de l'UGFP, de Tzedek, etc., et que, voilà. Et d'une certaine façon, c'est la bonne nouvelle de ce terrible moment que nous traversons. C'est que le roi est nu. Le roi est nu en ce qui concerne le sionisme, etc., mais aussi en ce qui concerne le capitalisme. Et c'est là que j'en viens. Donc, cette gauche, etc., elle est complètement dépassée, cette gauche complètement molle, hein, qui hésitait à dire nous ne sommes pas antisionistes, hein, non, parce que nous sommes antisionistes parce que nous sommes antiracistes et nous n'avons aucune haine contre aucun peuple, aucune religion, et nous voulons effectivement la libération de toute une terre pour tout le monde, une terre à égalité, pour que plus aucune question ne soit une question coupable, plus que aucune appartenance ne soit une appartenance coupable, musulmane, juive ou autre. Alors, juste pour en revenir sur cela, ce qui est quand même étonnant, et Alain, je voulais signifier cela, tu as fait le parallèle au niveau de la répression, etc. On a un terrorisme sémantique qui est absolument incroyable. On est en dictature sémantique aujourd'hui. Mais si on compare avec les périodes précédentes, si on compare avec l'Italie du temps des Brigades Rouges, etc., ou même la grande époque du communisme, hein, la guerre froide, on avait à l'époque quand même, disons-le, un danger réel pour le capitalisme. Ah bon, qu'il était fantasmé, etc., mais on avait quand même un danger réel. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on a un déferlement d'une violence inouïe. Je ne vais pas dire que la lutte palestinienne ne représente aucun danger pour le capitalisme, bien évidemment, et au contraire pour l'impérialisme. Elle représente un énorme danger. Si la Palestine tient, c'est tout l'impérialisme qui ne tient plus. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tout l'impérialisme qui ne tient plus dans la région. Si une bande de quelques guérilleros, de quelques centaines de guérilleros tient tête au plus grand impérialisme, à une coalition d'une dizaine de pays impérialistes avec tous leurs moyens, mais c'est absolument un désaveu tellement énorme de l'impérialisme que ça va donner des idées à tout le monde. Donc il est absolument indispensable qu'elle soit écrasée, cette révolution palestinienne, parce qu'il s'agit d'une révolution palestinienne. Il ne s'agit pas d'une lutte entre Hamas, etc. Et on le dit régulièrement, c'est 14 organisations qui luttent actuellement les armes à la main à Gaza, il faut le savoir. Hein. C'est pas uniquement Hamas. Hein. Et parmi elles, il y a des communistes. Hein. Il y a le Parti du peuple palestinien, le PPP. Hein. Il y a le FDP, il y a le FDLP, il y a le Front populaire de libération de la Palestine, qui sont des marxistes. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et puis il y a des groupes nationalistes, y compris du Fatah, opposés à l'autorité palestinienne, qui combattent les armes à la main actuellement à Gaza. Ce qu'on ne dit pas. Absolument. Et qui sont contre l'autorité palestinienne. Donc voilà, ça c'est ce grand mensonge. On a 14 organisations et des tas enfin ce qu'il en reste malheureusement d'organisations de la société civile, femmes et autres. Alors ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il y avait un danger réel. Mais ce qui est absolument hallucinant en France aujourd'hui, c'est que, bon, je le dis bien, il y a un danger, oui, pour l'impérialisme, c'est avec cette lutte. Mais aujourd'hui, on fabrique une terreur. Ils font semblant d'avoir peur. Ils font semblant d'être terrorisés. Ils font semblant. Je veux dire, le roi est nu. Jamais on a eu le capitalisme, l'impérialisme qui frappait, qui était prêt à frapper. On a des camarades, Abdelwahab de Montpellier, qui a pris 1 an de prison. On a des gens syndicalistes dans le Nord, etc. C'est disproportionné. Je veux dire, et c'est là qu'on comprend l'enjeu qu'il y a derrière. Cette répression. Hein, mais même si c'est pas visible, alors qu'avant c'était visible à l'époque de la guerre froide, hein. Je veux dire, c'était réel, les brigades rouges, il y avait une lutte armée, etc. Tout ça. Donc le capitalisme était effectivement directement menacé et on pouvait le comprendre. Et des deux côtés, c'était l'expression de la lutte de classe. Mais là, c'est absolument hallucinant. On pourrait penser que c'est complètement disproportionné, mais on le comprend en analysant bien l'intérêt de cette lutte palestinienne, hein. Même si même elle est très loin, à 5000 kilomètres, hein, est tellement présente et tellement porteuse et prometteuse, hein, de choses vraiment nouvelles si jamais elle triomphe. Le triomphe, c'est simplement se maintenir. Et ça serait déjà énorme.
Merci beaucoup. Je vais élargir un petit peu le sujet des révoltes populaires pour aller sur une question un peu plus générale. On a pu remarquer, c'était un petit peu d'ailleurs l'objet du débat tout à l'heure. Enfin, c'est venu un petit peu dedans entre Bernard et Ouria sur la question. Alors eux, des partis à gauche, mais aussi des syndicats. Comment sur les dernières révoltes populaires, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les émeutes, il y a toujours eu un cran de retard à soutenir et un cran de rétention. C'est on soutient sous condition, à tel point qu'on marche sur des œufs quand des enfants sont assassinés. Et moi, je voulais vous interroger en fait sur quel est votre avis de toujours ce petit point de retard ou parfois gros point, voire absence totale. Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. C'est parti. Moi, c'est la double question qui m'a amené moi à faire mon dernier bouquin, parce que ça fait quand même des années que je travaille sur ces questions-là. La première question que tout le monde se pose, c'est pas une question très originale, c'est pourquoi on perd tout le temps, quand même. Parce que c'est depuis 20 ans que j'observe un nombre de révoltes violentes, courageuses, parce que se confrontant à des répressions terribles, je vois des choses qui augmentent en intensité, en extension géographique, et sur la somme incroyable de ce que j'observe, il y a combien de victoires? Ça se compte sur les doigts de la moitié d'une main. Excuse-moi, mais qu'est-ce qu'on appelle une victoire? Et même quelque chose qui débouche. Si l'arrêt de Notre-Dame-des-Landes, voilà, par exemple, le retrait du CPE, voilà, mais ça commence à dater. La deuxième chose, c'est pourquoi ces bouffées de colère qui se traduisent par des émeutes ou qui, à un moment donné, vont mettre le feu à la plaine sur tout le pays, que ce soit en France en 2005, en France en juin 2023, en Tunisie après Sidi Bouzid en décembre 2010, et voilà, ou aux États-Unis après la mort de George Floyd. Pourquoi ces bouffées de colère portent en fait sur des questions essentielles, qui sont la question du droit et de vie et de mort de l'État sur la jeunesse et sur la jeunesse racisée, qui sont sur la question de la survie, parce que les États ne sont plus en mesure d'assurer la survie des populations, c'est le droit de laisser mourir, comme disait Foucault. Il y a quand même des vagues d'émeutes sur les questions des hausses des prix. Il y a eu en 2019, parce qu'il n'y a pas eu que les Gilets jaunes qui, entre parenthèses, eux aussi ont été accusés d'antisémitisme. Fermez la parenthèse. Il n'y a pas que les Gilets jaunes qui se sont déclenchés sur la hausse des prix de l'essence ou des prix des transports. C'est le Chili, c'est le Soudan, c'est le Nigeria, grand producteur de pétrole pourtant. Enfin, donc il y a des choses essentielles. C'est la question du maintien de situation réelle coloniale au sens classique du terme. Ça continue à être des foyers d'affrontements en Chine, à l'ouest et au sud, le Népal et les Ouïghours. Entre le Pakistan et l'Inde, c'est les Cachemiris, c'est le Cachemire. Et puis la Palestine qui n'a pas cessé d'être un lieu d'affrontement, et d'affrontement le plus souvent entre des armées et des civils. Parce qu'avant le 7 octobre, dans mon livre, il y a le nombre d'émeutes, d'affrontements qu'il y a eu en Palestine dans les années qui suivent, qui précèdent, ça ne fait que monter. Entre les affrontements en Cisjordanie ou ce qui s'est passé avec les marches du retour. Les marches du retour, qui étaient des manifestations pacifiques. 2018. Des manifestations pacifiques à Gaza jusqu'à la frontière, et où les gens se faisaient tirer dessus. Il y a eu des centaines de morts par des snipers de Tsahal de l'autre côté. Donc, ça aussi, c'est une question qui a mobilisé énormément.
La question tout simplement de la démocratie à mobiliser, parce que, comme je le disais, quand la démocratie représentative étant en crise, la bourgeoisie a décidé de garder que représentatif, en fait, dans le dispositif. Bon, le mouvement, ce qu'on a appelé le printemps arabe, mais qui a traversé quand même qui a traversé la Méditerranée avant de traverser l'Atlantique, le mouvement des places était une exigence considérable de démocratie. La question de la remise en cause du patriarcat a donné lieu à une révolte en Iran, mais avant, à des manifestations extrêmement violentes en Amérique latine, avec y compris contre le féminicide. Il faut dire que un féminicide sur 2 en France, on trouve c'est horrible, mais il y a des 0 en plus au Mexique. Hein. Ce sont des véritables massacres. Ils finissent par mettre le feu à des églises et à des cathédrales. Sur la question du vivant, il faut qu'on s'affronte à Sainte-Soline ou ailleurs. Pourquoi les questions essentielles aujourd'hui, qui sont les questions de la survie et de la survie de l'humanité, comme humanité unique, comme humanité rassemblée, comme humanité égalitaire, contre un néolibéralisme et un capitalisme dévastateur, pourquoi ça se passe toujours mal comme ça? En 2005, après les émeutes, avec des collègues, on a été interroger des jeunes qui avaient brûlé quelques voitures sur la question: est-ce que c'est politique votre affaire? Et c'est une phrase que je répète à chaque fois, mais je veux dire, pour moi, ça m'a éclairé d'un seul coup. Il y a un jeune qui nous a dit: mais non, c'était pas politique. On voulait juste dire quelque chose à l'État. Mais c'est vachement sérieux ce qu'il dit. Il dit: j'avais quelque chose à dire à l'État. Et quand on le dit comme ça, c'est-à-dire en prenant les risques qu'on prend dans ces cas-là, on peut se dire que ce quelque chose, ça devait être quand même un peu important. Hein, c'est pas comme ça, c'est pas un caprice. Hein, voilà. Et pour dire ce quelque chose à l'État, la politique telle qu'elle se présentait à moi ne me servait à rien. Ne me servait à rien. C'est-à-dire, au fond, ces situations d'affrontement, ça nous donne une clé sur l'évolution de l'État. Je peux y revenir parce que je veux dire 2 mots sur ce que tu viens de dire à la fin. Et sur l'évolution de la politique et sur le caractère décalé, au fond, des mobilisations politiques traditionnelles qui se sont laissées enfermer dans l'agenda et dans la scène politique et dans le savoir-vivre politique qu'on leur a présenté. Mais sur l'État, la question, c'est que quand on n'est que dans la représentation, c'est qu'en fait, ils ont mis les dominants et le capitalisme se sont dit: on va plus essayer d'organiser le consentement. Parce que de toute façon, c'est pas possible. La rentabilité du capital aujourd'hui, c'est une telle dévastation humaine qu'on va jamais les convaincre que c'est bien. Voilà. Comme disait un empereur romain, Caligula, qui a été relevé dans les écrits de Cicéron, Oderint dum metuant, qu'ils me haïssent, à condition qu'ils me craignent. Et on en est là. C'est-à-dire qu'ils me craignent physiquement et qu'ils me craignent mentalement, idéologiquement. Alors on peut dire, c'est qu'ils sont en difficulté. Certes, mais ils ont du répondant, quand même, dans cette difficulté-là. C'est-à-dire ils n'ont plus que ça, que la force et la mobilisation par la peur de la force pour obtenir le consentement, l'obéissance, plutôt. Qu'ils me haïssent plutôt qu'ils me... Enfin, pourvu qu'ils me craignent. Mais c'est de la question de l'obéissance. Et c'est pour ça que la question de la guerre, aujourd'hui, est une des formes pour obtenir ce consentement. On n'est pas prêt de s'en sortir si on n'a pas une réponse qui ne soit pas simplement une réponse, c'est pas bien la guerre. C'est-à-dire, c'est la guerre de qui contre qui? En général, c'est de plus en plus la guerre d'États organisés contre des peuples, ou la guerre d'un grand État mafieux contre un peuple qui avait fait quand même une petite révolution populaire qui s'appelait Maïdan. C'est pas que pour des raisons de missiles que la Russie elle est intervenue en Ukraine, c'est parce qu'il y a eu Maïdan. Parce que ça leur fait peur. Donc, qu'est-ce qui leur fait peur? Il faut se demander qu'est-ce qui leur fait peur, vraiment, et quelle est notre faiblesse là-dedans? Moi, par rapport à cette question-ci, je trouve qu'il y a dans les victoires, moi j'ai envie de dire, il y en a qui sont des fois en demi-teinte, comme par exemple avec l'Irlande,
où on pourrait voir quand même, parce que ça a quand même duré très longtemps par rapport à l'Irlande, mais après avec l'assimilation de l'Europe, en fait c'est la capacité du capitalisme et du libéralisme à absorber en fait, et notamment à absorber d'autant plus facilement qu'il y a aussi très souvent une volonté d'assimilation et de vouloir rentrer dans la plus grande norme et dans le confort. Nous, on le voit par exemple euh, dans dans les luttes LGBT avec les Pride notamment, ou qui partaient d'émeutes et de mouvements un peu partout dans le monde, et qui, au fur et à mesure des années, le capitalisme y a trouvé un intérêt. Les gens ont voulu aussi rentrer dans cette forme d'assimilation et de normes. Et donc les grandes entreprises se sont mis à sponsoriser et tout. Et où maintenant on se retrouve à devoir remobiliser l'aspect de la militance avec la régression et pareil, tout le vernis du progressisme sous plein de droits qui permettent en fait de réprimer encore plus fort certaines catégories de population, tout en disant mais regardez, nous on défend tel droit, pardon, on défend tel droit. Enfin, désolé, c'est ma première fois aussi, je suis pas en plus hyper à l'aise, mais et tout ça, et qu'en fait c'est aussi pour ça qu'on perd à chaque fois, c'est que on on n'arrive pas, il y a la partie émeute et on n'arrive pas en fait à construire l'après, avoir la proposition d'après qui pourrait adhérer les personnes. Et donc, c'est pour ça que je parle de victoire en demi-teinte, comme bon, je vais revenir sur l'Irlande, mais où vraiment, pour le coup, ils ont une position toujours aussi claire sur la Palestine, vu leur histoire, j'ai trouvé ça assez rassurant, mais en étant quand même soumis à plein de choses par rapport à l'Union européenne, sur les conflits qu'ils peuvent avoir avec la Grande-Bretagne, enfin toutes ces choses-là. Et je pense que c'est vraiment une problématique qu'on a, c'est qu'on ne propose pas, enfin, je dis de manière générale, mais on a du mal à proposer un vrai projet de l'après, un peu comme juste dire la guerre, c'est pas bien. Dire, mais oui, qu'est-ce que vous voulez après? Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre comme effort? Quels seront les avantages? Enfin, qu'est-ce qu'il y a à y gagner pour tous? Enfin, et je pense qu'on est un peu bloqué là-dessus. Et enfin, c'est un peu, enfin, moi je trouve ça un peu déprimant, mais j'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de la population qui, de toute façon, arrive pas à avoir vraiment de lendemain, quoi. Enfin, c'est l'immédiateté. Et pour le coup, le capitalisme, ça lui va très bien, parce que c'est la société de consommation. Tu réponds à un besoin immédiatement, et puis l'après, c'est pas très grave. Et voilà, ça, c'est. Ouais, je sais pas si. Oui, je voulais revenir aussi sur. Donc la question, c'était aussi toujours le train de retard des partis politiques sur ça. Oui, tout à fait, toujours le train Et je de me demande retard. si c'est pas une condition sine qua non des émeutes. Est-ce que c'est pas parce que. Alors, parce que j'ai aussi lu le livre que tu as écrit là sur émeutes et démocratie. Et comme tu dis, c'est aussi dans l'émeute, il y a aussi un cri d'impuissance. Il y a. C'est souvent des gens qui ne sont pas forcément. Alors, je parlerai davantage des émeutes, par exemple, dans les quartiers. Et c'est plus différent pour des organisations politiques comme les Black Blocs. Mais il y a vraiment ce côté inorganisé qui fait la force aussi de l'émeute et qui fait aussi la faiblesse. Moi, je pense que les partis politiques sont presque condamnés à toujours avoir un train de retard. La question, c'est de savoir ce qu'ils en font après de ces émeutes. Déjà, la manière dont ils vont les traiter. On voit notamment là, les émeutes de 2022, c'était aussi la discussion qu'on avait avant, 2023, pardon, la manière dont ça a été traité différemment entre la France insoumise et les autres organisations à gauche, et aussi quand on voit le traitement qu'il y a eu en 2005. Et ce que je pense aussi pour un peu, moi je suis toujours à essayer de voir l'optimisme là-dedans, c'est de voir aussi les victoires sur le long terme, c'est de voir aussi ce que ça enclenche. Je pense pas qu'une émeute, ça ne produit aucun résultat. Quand on voit l'émeute de 2005, alors le mouvement de l'antiracisme politique était déjà en formation, mais je pense que ça a donné aussi une force. Je pense que ça a donné aussi une légitimité. Par exemple, le mouvement des indigènes de la République soit presque un an avant ces émeutes, c'est presque un truc prophétique, quoi, de parler de ces conditions-là. Et ça a amené d'autres gens à s'intéresser à l'antiracisme et à produire
moi, je pense que les émeutes ont produit une autre réaction de ce qu'on a des émeutes de 2022. Ça a produit l'antiracisme politique qui a politisé, qui a fait une influence au sein de la gauche et qui a fait qu'une partie de la gauche, alors pas toute la gauche, a eu une position bien meilleure sur la question de l'émeute de juillet 2023. Et donc, pour moi, il y a... et j'ai aussi une vision, alors pour moi, c'est un truc qui anime les débats à gauche. C'est aussi la question de l'émeute, c'est aussi parfois la question de c'est quoi le mieux entre l'auto-organisation en dehors des institutions ou le jeu institutionnel. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut essayer, nous, en tant que militants, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment à Parole d'honneur, c'est qu'on joue sur tous les plans. C'est-à-dire que, voilà, quand on voit, nous, on va autant inviter, là, on avait invité Alma Dufour, députée de la France Insoumise, et la prochaine émission, il y aura les soulèvements de la Terre, qui sont, eux, en dehors du jeu institutionnel et qui demandent de l'action directe. Et je me demande si on n'a pas quelque chose aussi à penser là-dedans, vu l'urgence du moment, de se dire, il n'y a aucun terrain à abandonner, il faut jouer sur tous les plans, et autant donner de l'élan, autant donner une couverture à des formes d'émeutes ou des formes d'action directe que au jeu institutionnel. Et aussi, de notre point de vue, faire en sorte que quand il y a des émeutes, et pour moi l'émeute, il y a quelque chose de spontané qu'on ne peut pas préparer. On ne peut pas prévoir quand va vraiment exploser. Par exemple, le cas du Chili, où c'est l'augmentation, il me semble, du billet de métro. Je pense que personne... on sent que la cocotte est en train d'exploser, mais on ne sait pas quand vraiment ça va précisément exploser. Je pense que personne n'aurait prévu que c'était sur une augmentation du ticket de métro. Mais c'est justement le travail à faire. C'est en même temps que ces émeutes puissent donner, en termes d'auto-organisation, d'autres formes de lutte, d'autres formes d'organisation, que ça dure le plus longtemps possible, parce que c'est aussi là qu'on expérimente. Prenons le cas de Nuit debout. Nuit debout, pour certains, ça a été un échec, mais je pense que ça a été aussi un moment de formation pour d'autres. Ça a été un moment de réflexion. C'est là où on a vu certaines limites et ça a permis de penser d'autres formes. Donc, autant faire en sorte que ces auto-organisations, ces émeutes donnent, du point de vue en dehors institutionnel, des expériences de longue durée et qui nous permettent de réfléchir déjà à d'autres formes d'organisation, à d'autres formes de solidarité, à d'autres formes de concevoir des manières de s'organiser, mais aussi en étant pragmatique et en se disant que de toute façon, il faut jouer sur tous les plans, faire en sorte que ça a un poids sur les représentants institutionnels. Voilà, nous, l'antiracisme politique, ça a autant été pour l'autodétermination des quartiers. On a toujours lutté pour que les quartiers puissent s'organiser et tout. Et en même temps, jouer sur les sur les organisations politiques institutionnelles pour qu'elles soient carrées dessus. Donc, voilà, il y aura toujours un train de retard, mais faire en sorte que le train de retard ne soit pas trop en retard et faire en sorte que pour la prochaine fois, il soit à peu près à l'heure. Moi, je voulais juste dire, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que je me suis rendu compte que ma conclusion n'amenait pas de réponse à la question, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai dit avant, c'est que pour moi, il y a aussi le fait que beaucoup de partis politiques et de syndicats, enfin du moins en France, je connais pas trop les autres, ont pas peu proposent un projet pour après en fait. Et ça va être de la réaction, par exemple. Et pas qu'il faut pas de manifestation de réaction, c'est pas ça, mais on a peu d'initiatives pour autre chose, c'est-à-dire pour la réforme des retraites, par exemple, c'était ça. Il y a un projet de réforme des retraites qui finalement est passé en plus, et il y a eu des grandes manifestations sur l'ensemble du territoire. Mais je trouve que depuis des décennies, on est surtout en réaction et il n'y a pas quelque chose de porteur pour un après. Et je suis d'accord pour les partis politiques, il y a forcément un retard puisque l'émeute a le côté spontané et de la coquette, mais qu'en plus, et les filles, pour le coup, si, ils ont vraiment un projet après, qu'on soit d'accord pas, c'est autre chose, mais eux, ils portent vraiment quelque chose de différent et qu'en fait, on est beaucoup dans la réaction. On attend l'attaque et une fois qu'il y a l'attaque, quelle qu'elle soit, idéologique ou sémantique, n'importe, il y a une réaction qui est faite et comme il n'y a pas de projet, c'est difficile d'adhérer et c'est en ça, pour moi, qu'il y a aussi une absence de partis politiques et de syndicats par rapport à ces mouvements-là généraux et populaires. Youssef, je sais pas si tu as quelque chose à en dire là-dessus. Oui. Mais tout ça est très intéressant. Alors, d'abord, concernant l'émeute, normalement, l'émeute, c'est lorsqu'elle est organisée, c'est une révolution. Hein. Donc, par définition, une émeute n'est pas ou une manifestation. Donc, par définition, une émeute
n'est pas organisée, c'est quelque chose de spontané ou de relativement spontané, même si on va toujours trouver des meneurs, etc. Ou si on pense à la Tunisie, à ce qui s'était passé en Tunisie et tout ce qu'on appelait les printemps arabes en général, les hirak en Algérie, au Maroc et autres, ou en Syrie ou ailleurs. Et donc, effectivement, l'émeute, par définition, c'est lorsque le politique institutionnel ne fonctionne plus ou lorsqu'il est absent. Mais ça a toujours existé, ça a été un des moteurs de l'histoire. Si on dit que la lutte de classe est le moteur de l'histoire, l'émeute est aussi le moteur de l'histoire, puisqu'on le voit bien au Moyen-Âge, ce qu'on appelait les remuements, les émotions, à l'époque. C'était cela, et c'était ça qui faisait avancer la société. Je veux dire, généralement, ça se passait au marché. Voilà, on constatait que le prix du pain était trop élevé. C'était souvent les ménagères qui étaient là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça a augmenté et tout. Et de là, ça se propageait et ça se terminait en grande jacquerie qui était complètement écrasée, réprimée, massacrée. Et on revenait à un ordre, un ordre nouveau ou ancien plutôt. Et ce que je veux dire, donc l'émeute a toujours été présente et elle est indispensable. Alors, que les partis, alors à l'ère contemporaine évidemment et des démocraties bourgeoises, on a donc des partis politiques qui sont là et effectivement, alors dire que les partis politiques sont en retard, je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, ils sont en retard et en même temps, c'est normal qu'ils soient en retard puisque c'est l'émeute qui crée du politique en vérité. C'est l'émeute qui souvent même est à l'origine de la création de partis politiques. On a eu des partis politiques qui sont nés à la suite d'émeutes importantes. Et moi, je suis assez d'accord qu'il y a une dialectique entre l'émeute et les partis politiques. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire qu'ils sont en retard. Par contre, l'émeute a besoin d'un débouché politique. Et une émeute sans parti politique ensuite ou sans alternative politique organisée ne sert strictement à rien. Alors, quand tu dis que elles sont toutes défaites, enfin, on n'a pas dit... Je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Je veux dire, il y en a... Et puis surtout, les situations sont tellement différentes. Le problème, il est là, c'est que je ne veux pas dire que l'émeute est une instance neutre et quelque chose de neutre et qu'un contenu va lui être donné en fonction de qui va le récupérer, parce qu'on a aussi des émeutes qui ont été récupérées, on a des mouvements populaires qui ont été récupérés. Et une émeute, ça peut être aussi une émeute réactionnaire. On a eu des émeutes réactionnaires, on a eu des émeutes raciales, on a eu des tas de choses comme ça. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si on peut toujours globaliser concernant l'émeute. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'une émeute a besoin réellement d'un débouché politique. Et aujourd'hui, dans le cadre d'aujourd'hui, l'émeute pose la question du pouvoir en plus. L'émeute pose la question du pouvoir parce qu'elle met en cause le pouvoir, elle remet en cause le pouvoir. Alors, pas toutes les émeutes, mais souvent, c'est le moment où le pouvoir est le plus fragilisé. Songeons aux Gilets jaunes, à cet épisode, vrai ou faux, de Macron qui a failli déménager en hélicoptère, qui a failli partir au ciel en hélicoptère, simplement. Et donc, voilà, mais ça dit bien les choses. Le pouvoir a vraiment cru, réellement ou pas, vacillé en tout cas, eu le sentiment de vaciller. Donc c'est très très important une émeute. Alors je ne sais pas si c'est... tout dépend du contenu qu'on va lui donner à cette émeute, et du débouché qu'elle va avoir. Et je termine sur ça. Oui, et c'est ce qui est... Alors pour l'affaire de Naël par exemple, je dois dire que la France insoumise... c'est une des très rares fois dans ce pays où on a vu une organisation politique, un parti politique, c'est vrai, être présent. Moi, j'y étais. Il y avait Mathilde Panot, etc. On l'a même félicité. Il y en avait des tas qui étaient là. Comment il y avait Léoto, il y avait j'en oublie. Et donc voilà. Et donc du coup, voilà ce que je veux dire. On a besoin vraiment d'un débouché. Et on a quand même cette chance qu'aujourd'hui, on a quand même des députés. Alors, je ne vais pas faire de la pub pour la France Insoumise. Je ne suis pas la France Insoumise, mais j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait et ce qu'ils font. C'est quand même la chance du moment. Non, on a quand même. Alors, ça pourrait être d'autres députés de gauche, attention. Mais donc voilà, on a quand même cette chance. Voilà. Juste, je voulais réagir parce que de deux points de vue. D'abord sur la question de l'émeute, parce que je fais des comptes. Moi, je suis anthropologue, j'aime bien savoir ce que je compte, donc je suis allé voir. Donc, j'ai assisté à des situations, j'ai participé à des situations, j'ai participé à la peur ambiante, aux cavalcades, etc. Ce qui m'a immédiatement et toujours surpris, c'est de voir des gens qui, si on leur avait demandé une demi-heure avant ce qu'ils allaient faire, auraient dit que jamais, bien jamais, ils ne feraient ça. Jamais, c'était pas leur genre. Et puis d'un seul coup, ils passent à l'acte. Qui prennent des risques incroyables, qui ont peur. C'est quand même un des sentiments qui dominent. J'avoue que c'est grisant d'ailleurs. Voilà, ayant participé à des mais il y a de l'adrénaline. l'adrénaline. Non, mais il y a de l'adrénaline. Mais en étant sûr de perdre.
là, sur le moment, si vous voulez. C'est comme on dit, le football, c'est un match, c'est un sport qui se joue à 11 et puis à la fin du match, c'est toujours les Allemands qui gagnent. L'émeute, c'est toujours la police et la justice qui gagnent. Bon. Donc, c'est quand même assez qu'est-ce qu'il y a de fondamental? D'un seul coup, on met son corps en danger. Son corps dans l'immédiat et son corps dans la suite, parce qu'il y a des risques, judiciaires. Donc, d'un seul coup, il y a une émergence du corps dans une politique de représentation qui ne laisse pas la place aux affects et au corps. Moi, un des films qui m'a le plus fait réfléchir sur cette question-là, c'est Matrix. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça a plus de 20 ans maintenant. Mais la domination se fait par la représentation. Elle se fait par la matrice. Mais pour pouvoir lutter contre la matrice, il faut en sortir. Il faut revenir au monde des corps. Mais je dirais, il faut y rester dans le monde des corps. Là, on peut pas. Les partis, ils sont pas. Ils sont ailleurs. C'est pas qu'ils sont devant ou derrière. Ils sont ailleurs. Ils sont pas dans le monde des. Enfin, l'espace dans lequel aujourd'hui ils développent leur activité, qui leur sert de règles de fonctionnement, de principes de promotion des cadres, etc. C'est la représentation. Ils sont pas. Donc, il faut continuer avec les corps, mais de façon pacifique. Mais ça s'est fait. Les places occupées, c'était pas que des sit-ins. C'était aussi des endroits d'échange, de construction du commun. D'un commun qui ne soit pas le commun qu'on nous impose. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à continuer. Je ne dis pas, les partis politiques, je ne dis pas qu'ils sont inutiles, je dis qu'il ne faut pas les laisser tout seuls. Il ne faut pas se reposer sur eux uniquement. Parce que ce qu'il y a dans le danger de l'émeute, ce qui se construit aussi, c'est du commun. Parce que d'un seul coup, on est tous solidaires de gens qu'on ne connaît pas. Parce que ce n'est pas organisé. C'est bon. Moi, dans un lointain passé, si vous voulez, il y a 60 ans, j'ai fait partie d'une organisation. Il y avait un service d'ordre et quand on décidait de déborder une manifestation, on était organisé pour ça. C'est-à-dire, voilà, chacun savait ce qu'il avait à faire. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il y a du commun qui se crée dans l'acte, de la même façon qu'il y a du commun qui se... La politique, elle doit être aussi... Elle ne peut pas être désincarnée. On ne fait pas de la politique avec des tweets. On ne fait pas de la politique avec des réseaux désincarnés où on lance des choses à la cantonade et il n'y a pas le repos. Ça se construit dans l'interlocution, dans le partage réel immédiatement. C'est comme ça qu'on construit un peuple, que se construit une puissance populaire, à la fois objective et subjective, contre le pouvoir auquel on a affaire. Donc la question qui se pose immédiatement après l'émeute, et notamment après celle de juin et juillet 2023, c'est qui c'est qui fait partie du peuple? À l'évidence, en 2005, c'était clair pour tout le monde, il y avait un nous manquant, comme disait un de mes collègues, ces jeunes qui étaient morts, ce n'étaient pas les jeunes de tout le monde. Ce n'étaient pas les enfants de tout le monde. C'était les enfants, c'était les enfants racisés. On pourrait penser que pour 2023, c'était pareil, c'était pas pareil, parce qu'il y a eu la manifestation à Nanterre, qu'il y a eu une solidarité. Il n'empêche que dans la suite, dans les centaines de procès qu'il y a eu, où a été la solidarité politique massive de la gauche blanche? Où est-ce qu'on a manifesté en s'insurgeant contre cette répression que tous ces jeunes-là, ils faisaient partie du peuple? Donc, il y a à la fois un peuple à construire dans la matérialité du partage corporel, réel, dans l'interlocution, on se connaît, on se voit de qui on est, et ensuite de décider symboliquement qui en fait partie. Sur le terrain de qui est le peuple, et même physiquement, comment est-ce que le peuple peut être puissant? Il y a une seule force politique aujourd'hui qui dit des choses et qui fait des choses, c'est l'extrême droite. Mais sur une base d'exclusion. Sur du commun basé sur du lynchage, du commun basé sur de l'exclusion. Donc si on a quelque chose à construire, c'est du commun basé sur l'inclusion. C'est les beaufs et les barbares, comme dirait quelqu'un. L'extrême droite qui a été solidaire de la personne poursuivie, qui lui a fait une cagnotte d'1 million d'euros. Je pensais que tu voulais dire. Non, c'est tout. Mais Non, je suis d'accord. je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Non, je veux dire, je m'explique. Quand tu dis qu'il n'y a que l'extrême droite qui dit non,
je veux dire, alors je vais pas encore faire de la pub pour les filles, du coup on va croire, mais si je pense la séquence islamophobe, enfin l'attitude par rapport à l'islamophobie, et si je repense le grand fait nouveau aussi, et je pense que en creux, la FI, enfin et Mélenchon a joué un grand rôle là-dedans, a dit des choses quand même qui étaient inédites dans ce pays, mais vraiment inédites en termes de, bon, j'aime pas le mot, hein, mais en termes, quand tu dis comment faire société, hein, concernant les jeunes musulmans. Je veux dire, quand Mélenchon à la télévision dit Mohamed, c'est un beau prénom, je veux dire, je ne vais pas dire que c'est comparable à à la prédication du prophète, mais franchement, c'est énorme. On ne se rend pas compte. Toutes les dizaines de personnes avec qui j'étais en contact, enfin des tas de messages que j'ai reçus de gens qui étaient époustouflés en disant tu te rends compte, il a dit qu'on était des citoyens aussi. Je parle de musulmans, de musulmanes précisément, qui me disent tu te rends compte, il a dit qu'on était aussi ses concitoyens. Mais c'était énorme compte tenu du fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte, qu'on vit actuellement sur une séquence islamophobe absolument inouïe dans ce pays depuis 2005, mais je crois qu'il n'a jamais existé à ce point. Je veux dire, la terreur qui s'est... Mais je pense, mais ce qui est intéressant, et ça me renvoie aussi à la discussion qu'on a eue juste avant, Ouais. c'est que, mais justement, et davantage toi et Ouria, c'est que par rapport à d'autres, vous êtes presque plus content que d'autres dans la gauche, parce que vous avez conscience du chemin qui a été parcouru par rapport. On va apparaître comme étant de gauche tout en bientôt, hein. sachant que, mine de rien, il est vrai que tout en ayant conscience du chemin parcouru assez incroyable et qui fait que c'est le jour et la nuit quand on voit certaines organisations de gauche dans la réaction entre 2005 et 2023, reste que la France Insoumise, malgré tout le bien qu'on peut le dire, notamment sur cette séquence, Tout à fait d'accord, oui, est bien sûr. d'une Oui, minoritaire oui, bien sûr. et qu'il y a certains points qui restent assez insuffisants. Et c'est vrai que la question, je veux dire, L'organisation anti-impérialiste. on se rappelle qu'il y a des gens, ils ont été condamnés à des peines de prison pendant les émeutes pour des vols de canettes de Red Bull, par exemple. Et c'est vrai que, alors, nous, en fait, on essaye parfois d'être très optimistes parce qu'on a peur d'effrayer les gens en disant, mais si, quand même, il y a eu des changements, il y a eu des évolutions et tout. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelque chose à faire et qu'au final, comme tu dis, faire corps, c'est assez intéressant que pendant les Gilets jaunes, il s'est beaucoup posé la question de où sont les quartiers dans les émeutes. Et bien, il ne s'est pas posé la question inverse. On ne s'est pas demandé où étaient les petits blancs pendant les émeutes pour Naël, pourquoi ils n'ont pas rejoint directement les émeutes. Tu vois, il y a aussi des réflexions à avoir. Tout ça, on a l'impression que ça peut marcher que dans un sens, tu vois. Sur des retraites. Ouais. Mais aussi, est-ce que ça n'aurait pas été mal reçu que des petits blancs viennent dans les émeutes? Parce que je pense qu'il y a aussi un truc qui se construit sur le long terme. Par exemple, l'AFI, il y avait des gens de l'AFI qui étaient là et qui avaient été bien reçus, mais j'ai aussi d'exemples en tête où tu avais des députés FI qui étaient venus et qui ont été mal reçus. Pourquoi ils ont été mal reçus? Parce que il y a le sentiment aussi de récupération. Il y a le sentiment aussi, gros, on t'a pas vu de l'année, c'est pas parce que tu es à l'AFI que tu peux venir là d'un coup quand il y a l'émeute. Je pense qu'une émeute, pour qu'elle puisse faire corps, il faut aussi... moi, je suis d'accord que ça se fait aussi pendant. Il y a l'expérience qu'on partage dans le moment même, qui crée des solidarités, mais que pour qu'il y ait des gens très différents qui se rencontrent dans des émeutes, il y a aussi un truc à construire en amont. Il y a aussi des solidarités à faire. Et peut-être que là, le travail qu'on fait, qui est en train de se faire au sein de la gauche, peut-être que dans la prochaine émeute, il y aura davantage de rencontres entre les deux. Alors, désolé, je vous écoutais passionnément et donc j'ai complètement perdu le fil de la suite. Donc moi, je vais juste revenir sur quelque chose en amont. Nous, on a vécu ici, suite aux émeutes, un petit peu des réunions politiques particulières dans lesquelles il était question de qu'est-ce qu'on fait. On va dire, nous, la gauche plus classique, plus traditionnelle et tout ça. Et on voit qu'il y a encore un deux poids, deux mesures, hein. C'est, je veux dire, ce qui s'est passé avec Naël dans l'esprit de beaucoup, c'est quand même toujours pas aussi important que notre retraite, hein. Mais ça bouge. Par rapport à il y a 10 ou 20 ans, ça bouge. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Wissam. Mais nous, on a un peu construit le Havre des luttes sur ce constat-là. En fait, il faut être sur tous les terrains. On passe beaucoup de temps à débattre sur l'efficacité de chaque terrain, ce qui est bien de parler d'efficacité, mais aussi, dès qu'on a une petite porte entrouverte, en fait, il faut y être.
faut y aller et il faut être sur tous les terrains parce qu'on n'a pas le luxe de l'hégémonie. On n'a pas le luxe d'avoir énormément de gens d'accord avec nous. Il y a qu'à voir la représentation au Parlement, il y a qu'à voir nos forces politiques, il y a qu'à voir, enfin, nous, je vous le dis, faire un événement comme ça pour faire venir Parole d'honneur. Heureusement que Parole d'honneur sont super sympas et qu'ils ont une grosse expérience et tout, parce que c'est extrêmement compliqué et pourtant on a des gens très motivés, des gens mobilisés, on mobilise des moyens et pourtant on n'en a pas beaucoup. Donc vraiment être sur l'ensemble des terrains, c'est pas un luxe et il en va de nos dignités communes. En plus, je trouve que la dignité revient un petit peu au centre de la table au moment de se rencontrer dans les diverses luttes. On a tous nos dignités écorchées et ça, on commence à avoir de plus en plus d'empathie les uns envers les autres parce qu'on se comprend plus. Donc, franchement, faites pas des économies d'aller voir les autres, d'aller vous... Qu'est-ce qu'il y a Pardon, excusez-moi. Et pour la suite, je ne sais pas quoi poser comme question, je vous l'avoue. C'est la première fois pour moi, cet exercice. Ah ben vas-y. Alain, concernant les émeutes policières, parce que les émeutes policières tiennent une place particulière dans les émeutes en France. La France est un des pays où il y a un très grand nombre de crimes policiers, je ne sais pas comment on va appeler ça, hein, mais c'est vrai que ces émeutes policières, enfin les émeutes contre, disons, des violences policières, tiennent une place très importante dans ce pays. Moi, j'ai l'impression malgré tout que la dernière, celle de Naël, a coûté beaucoup à l'État. Elle a été très importante. Et j'ai l'impression que donc ça fait partie aussi des résultats positifs. Écoutez, Je vais pas appeler l'émeute, attention, mais je dis qu'une des conséquences malgré tout, c'est que on sent une force populaire qui est là. Et je ne suis pas sûr que l'État ait envie que ça se reproduise. Alors, est-ce que peut-être ça aurait une incidence sur le fait qu'il y aura, nous l'espérons, moins de... Voilà, sans chercher à manipuler les événements. Je vais te répondre, mais je voulais juste avant faire une remarque. Sur le plan du discours, sur LFI, on est d'accord. Mais c'est dans l'espace de la représentation. Voilà. Ça n'a pas forcément d'effet, par exemple, sur les choix des candidats de LFI. Voilà. Il y a tout un réseau qui s'appelait On s'en mêle, qui a quand même été assez, Alain, assez il y aura, amer. Il y aura un débat à avoir là-dessus. Assez amer. Bon. Mais par contre, il y a des gestes comme le fait LFI dans le domaine de la représentation, il peut y en avoir sur le terrain. Moi, j'ai été frappé au moment des Gilets jaunes. Vous vous rappelez l'épisode des lycéens de Mantes-la-Jolie. Oui. Voilà, tous à genoux, les mains sur la tête, etc. C'était dans la semaine, c'était un jeudi. Et les actes des Gilets jaunes, c'était le samedi. Et le samedi qui a suivi, 2 jours après, dans au moins 6 villes en France, qui ne savaient peut-être même pas où était Mantes-la-Jolie sur la carte, les Gilets jaunes se sont mis à genoux devant les flics ils ont reproduit. Donc là, il y avait dans les gestes du corps une façon de dire on est les mêmes. Voilà. Mais bon, j'étais persuadé que ce mouvement des Gilets jaunes a été un moment en grande partie de délepénisation d'une partie des petits blancs, ce qui n'a pas été capitalisé après, parce que comme on est resté sur une autre... voilà. Alors, sur la violence policière, c'est vrai que la France tient une part particulière. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en nombre de villes touchées, en nombre d'attaques de commissariats, ce qui s'est passé en France il y a un peu moins d'1 an, c'est unique au monde. C'est unique au monde. C'est plus en nombre d'émeutes, c'est plus que ce qui a suivi l'assassinat de George Floyd sur tout le territoire des États-Unis. C'est énorme, c'est énorme. Donc, champion du monde. Donc, mais regarde, on est champion du monde, mais il paraît qu'il y a même des instances internationales qui disent que la répression française, la police, elle est championne du monde de ce qu'il ne faut pas faire. Aussi, et de l'usage d'un certain nombre d'armes. Mais moi, ce que je trouve terrible, c'est que comme il n'y a pas eu une réponse politique dans le champ de la représentation là-dessus, du coup, ça a laissé l'État faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire la réponse sur la politique de la ville, c'est de l'autorité. Et moi, je me suis payé quand même les quelques heures d'audition de la commission sénatoriale sur les émeutes de juin.
ils ont entendu des choses vachement intéressantes. C'est des collègues qui ont travaillé, ils ont entendu Marwan Mohamed, ils ont entendu Auberti, ils ont entendu Denis Merklen. Je vous recommande d'écouter ça. Marwan Mohamed, le sociologue. Oui, Oui, oui. Ils, Mais ont- pour les gens confondent ils, ont, avec, ils en ont tiré quoi? Qu'il fallait contrôler les réseaux sociaux. Bien, ils en ont tiré aucune conclusion parce qu'ils ne s'étaient pas posé la question de comment éviter que ça recommence. Mais leur seule réflexion, c'était qu'est-ce qu'on fait si ça recommence? C'est tout. D'ailleurs, on a en ce moment un projet de loi qui vient un petit peu en réponse aussi à ces émeutes-là où on veut créer des parents condamnables pour les faits de leurs enfants. Ah oui, tout à fait. Non, non, Ouais. mais on est dans, On dans est une passé- surenchère répressive. Pour là, moi, c'est il y a un terrible. projet politique derrière, seulement il n'est pas du tout de gauche. Enfin, il y a, je veux dire, il y a une proposition qui est la proposition d'extrême droite, qui est une proposition répressive. On ne se demande pas comment est-ce qu'on comprend le message qu'on essaie de nous envoyer. On propose un projet politique d'apaisement. Je parle même d'apaisement comme il a pu être fait d'autres fois de façon un peu centriste, on vous fait plaisir et tout ça. Là, non, là, on est directement dans on en est à vouloir condamner les parents. C'est quand même, c'est d'une Et- gravité. Les premières émeutes de quartier qui ont été un peu médiatisées et politiquement importantes, ça a été en 81, c'était Vénissieux. La réponse, ça a été la politique de la ville, c'était autre chose. Voilà, on s'est dit, comment est-ce qu'on va essayer? Là, elle n'était pas forcément bonne, Oui, mais au moins, c'est vrai. Mais au on est sur un moins, autre niveau. il y avait ce raisonnement-là. Là, on est uniquement. Et la marche Mais pour l'ég- si la- on la les marche laisse pour l'égalité. être uniquement sur le terrain répressif, c'est parce qu'il y a, à la suite de l'émeute, eu aucun travail dans l'espace public et dans le débat public sur l'ampleur de cette répression. C'est insupportable. Alors, c'est vrai que ça leur coûtait cher. Hein. Ça a coûté cher à l'État pour les bâtiments publics, parce que c'est plus de 50 commissariats et c'est plus de 50 mairies qui ont été attaquées, sans compter les dommages et intérêts pour des commerçants, etc. Au point que ça a coûté un bon milliard. Hein. Au point qu'on sait qu'il y a des villes qui ne peuvent plus se faire assurer. Il y a les compagnies d'assurance qui retirent leurs billes. La ville de Denain, récemment, économiquement, ça a coûté très, très cher. Oui. Mais sur la question de la répression, et là je vais parler en particulier du cas de la France, ce qui est intéressant aussi sur la question des émeutes, c'est qui a le droit de faire des émeutes. Alors dans l'absolu, personne n'a le droit de faire des émeutes du point de vue de l'État ou de l'opinion populaire. Mais il y en a qui ont encore moins le droit de faire des émeutes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, on va dire, il y a juste à voir la manière dont les Gilets jaunes ont été traités médiatiquement et politiquement. Alors, moi, je ne dis pas qu'ils ont été bien traités, les Gilets jaunes. Il y a effectivement eu des discours anti-Gilets jaunes, il y a effectivement eu une répression, mais, je veux dire, notamment au sein de l'extrême droite, ils étaient beaucoup plus mesurés sur la question de la répression qu'il y a eu sur le cas de Naël. Et il y a aussi, donc moi j'ai l'impression que bien sûr que ça fait chier les gens, que les gilets jaunes, enfin les gens, l'État et le bloc bourgeois, on va dire que les gilets jaunes fassent des émeutes, mais ça les fait encore plus chier, et notamment une partie des petits blancs, quand c'est des noirs et des arabes qui font des émeutes, parce qu'il y a un peu l'idée de mais vous n'êtes même pas chez vous. Eux, pas les légitime. gilets jaunes, ils ont le droit de faire des émeutes, ils sont chez eux. Mais vous n'êtes même pas chez vous et vous faites chier. Et il y a aussi dans quel espace ils font les émeutes. Parce que et c'est là où tu vois la différence de traitement. C'est-à-dire que les Noirs et les Arabes ont fait des émeutes, mais encore, ils ont eu la politesse de le faire chez eux, dans leur quartier. Les Gilets jaunes l'ont fait dans Paris, quoi, dans les Champs-Élysées. Je veux dire, je pense que personne n'ose imaginer s'il y avait une émeute de Noirs et d'Arabes sur les Champs-Élysées. Mais ça pourrait jamais arriver. Je pense Déjà, qu'ils juste, seraient bloqués. Je suis tout à fait d'accord. Je me rappelle qu'en 2005, une des dernières interviews, je me souviens, à la fin des émeutes de 2005, enfin, ça pourrait arriver. Je me souviens très bien d'une interview. Beaucoup de gens étaient à la déception, etc. Et je me souviens d'un jeune qui avait dit la prochaine fois, on prendra le RER, on fera ça à Châtelet. C'est-à-dire qu'on viendra au cœur de la ville, au cœur du pouvoir. Ouais. Je me rappelle toujours de. Mais c'est ça, et c'est pour ça que je trouve intéressant de la question de faire commun, c'est est-ce que beaucoup de gens qui ont participé à des émeutes dans les Gilets jaunes, je pense que plus qu'il y en avait au début, mais seraient prêts à faire la même expérience avec des Noirs, des Arabes, des musulmans, et à essayer de faire commun. Est-ce que ça suffirait qu'il y ait une explosion de colère comme ça? Mais moi, je pense pas. Je pense que pour que ça arrive, il y a un travail politique à faire en amont et qui est en train d'être fait. Et comme tu as dit, moi, je pense que je suis d'accord avec toi, ça a déradicalisé énormément de Gilets jaunes. Mais d'ailleurs, nous, on a été les premiers
on a été les premiers avant, quand toute la gauche disait les gilets jaunes, ils sont racistes, on a dit, mais c'est votre travail d'y aller, en fait. Bien sûr qu'ils sont racistes. La France est raciste. Comment vous voulez pas que un individu un petit moyen, un petit blanc qui vit en France, lambda, ne soit pas raciste? C'est votre travail d'y Le aller. racisme structurel, Voilà. je veux dire, c'est pas. Et justement, c'est là, pas une on question est en morale. train, on est en train de préparer la prochaine émeute où ça se passera bien. Ce sera pas une émeute C'était la raciste, hein. conclusion. Je sais pas. Je connais pas l'heure. 17h15, on va peut-être arrêter, commencer à arrêter, parce que vous devez repartir, vous restez pas au Havre à ce qui paraît. Vous emménagez pas ici, PDH. Sauf s'il y a une émeute. Donc, Mais ben, s'il y a une émeute, pour qu'on reste, par contre. donc déjà, merci beaucoup Alain d'être venu, merci Youssef, merci Wissam, merci à toute l'équipe technique, merci grosso modo à Parole d'honneur. Franchement, c'était une superbe rencontre. Merci. Et ben merci aussi à vous de nous avoir accueillis, Oui, de nous merci avoir à vous. C'était vraiment un proposé, excellent parce que- moment, hein. D'ailleurs, j'en profite pour faire ça. Déjà, merci à vous de nous avoir proposé ça. Vous avez tout organisé et tout, et nous, on a juste à venir et à filmer. Alors, Et il y a je dis des juste, Justine il va Tarte. Il va encore parler de la tarte. justement. On va encore parler de la La tarte. non, mais merci à l'équipe technique et les personnes qui vous ont aidé. Je pense que vous êtes avec le Havre en lutte, et aussi les trois nôtres. Nos petites mains, comme je les appelle avec mépris, qui sont venus la veille. Donc je voudrais qu'on les applaudisse quand même, parce qu'ils ont eu des galères et tout. 3h du mat, et ils font ça bénévolement. Donc merci. Et aussi, je voulais en partager pour s'il y a d'autres gens dans d'autres villes qui veulent faire ça. Voilà, si vous avez un espace et que nous on peut venir, on vient. Voilà. Et si vous faites la tarte aussi bonne. Sinon, Alors là, sinon, je c'est pense pas que la ça sera peine. difficile, Ça, mais c'est on peut tenter. ça, c'est à vos la risques et tarte au périls. pécan. Mais on est très content de pouvoir faire comme ça des rencontres avec des militants d'autres villes, parce qu'on est trop parisiano-centré. Ouais, et nous, justement aussi, le but, c'est un peu de décentraliser de Paris, voilà, on n'est pas trop jacobin, on veut dire, on peut réfléchir les causes, on peut réfléchir les luttes ailleurs, parce que d'ailleurs, il y a des problèmes qui nous concernent, ou à Paris, ils en ont rien à foutre, parce que ça les concerne pas méchamment contre vous, mais, T'as raison. voilà, c'est juste, ça ne les concerne pas dans leur quotidien, on est dans des singularités sur le territoire, et que ça va aussi participer à une lutte plus globale, que dans nos territoires, on soit plus solide. Voilà. Ensuite, petit point important, que ce soit PDH ou nous sommes autonomes, ce qui veut dire filer de l'argent si vous le pouvez, Ouais. au maximum. Je pense que sur Twitch, il va y avoir le lien pour donner à PDH. Nous, sur avez notre une cagnotte nous sur notre Instagram, on a un petit lien pour faire des dons. On est très pauvres et très motivés, donc n'hésitez pas. Et merci à tout le monde d'être venu. Envoyez la cagnotte là, s'ils peuvent l'envoyer en lien. Ouais, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci.